géostratégique puisque les États-Unis, quelque temps, ont laissé un regard sur la Chine pour davantage étendre leurs relations économiques, sachant que la Russie, elle, semble avoir bloqué les choses à cause notamment des conflits qui les lient sur la crise russo-ukrainienne. Madame, Monsieur, nous allons tenter d'en parler au cours de ce rendez-vous. De votre avis, contre votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Et pour directement en parler, nous allons nous connecter directement au téléphone en recevant donc Charlie Kenye, analyste et stratège depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Charlie Kenye, si vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, monsieur Sorawa. Bonjour également à tous vos millions de téléspectateurs. Bonjour, techniciens par qui nous pouvons émettre à l'échelle internationale. C'est moi qui vous remercie de cet honneur. Merci également de votre disponibilité ce matin. On va directement aller, et Charlie Kenye, les États-Unis et la Chine qui plaident donc pour l'apaisement de leurs relations à marge du sommet du G20. Après plusieurs mois de tensions entre ces deux pays, qu'est-ce qui peut justifier que nous arrivions à cela aujourd'hui? Bien, déjà, il faut rappeler que nous sommes là dans ce qu'on appelle les relations internationales. Et mieux encore, on parle là de diplomatie. Donc, il faut rappeler que c'est un sommet qui, à l'intérieur, il y a beaucoup d'attentes qui sont attendues par un certain nombre de personnes. Au vu des différents défis qui engagent le monde aujourd'hui, nous savons que le monde aujourd'hui est une poudrière à travers les différents conflits que nous vivons ça et là. On voit à travers l'Europe, à travers même les États-Unis et même certaines parties du monde, des peuples se lever pour justement appeler certains Nakani parce qu'ils ne veulent pas vivre dans ce monde en crise. Donc il faut rappeler, je rappelais simplement pour justement vous faire comprendre que nous sommes dans des effets d'annonce. Et là c'est le prototype de la diplomatie. Nous sommes dans les effets d'annonce. Mais rappelez-vous une chose, c'est que les effets d'annonce ne vont jamais primer sur les enjeux et les intérêts des États. Parce que justement, en relation internationale, ce sont les intérêts qui priment. Il n'y a pas de philanthropie. Et lorsqu'on questionne les intérêts et les enjeux, on sait très bien qu'il y a la dernière doctrine américaine a justement établi les défis américains. Et dans les défis justement qui engagent les États-Unis, il y a trois menaces. Dans la nouvelle doctrine américaine, il y a trois menaces. La première menace, c'est la Chine, lorsqu'on parle du défi économique. La deuxième menace, c'est la Russie, lorsqu'on parle là, du défi militaire. Et la troisième menace, c'est l'Iran. Voilà les trois menaces à l'hégémonie américaine qui ont été répertoriées dans la nouvelle doctrine militaire américaine. Donc, vous comprenez que si les États-Unis reconnaissent à la Chine l'ennemi fondamental, l'ennemi numéro un des États-Unis, ce n'est pas avec un discours d'apaisement à l'échelle internationale qu'on va croire que c'est l'entente parfaite dorénavant entre les deux États. Premièrement. Deuxièmement, il faut rappeler que l'une des raisons des discordes entre la Chine et les États-Unis, c'est le dossier de Taïwan. Et même au niveau du dossier de Taïwan, les choses n'ont pas changé. Parce que s'il est vrai que la Chine continue de revendiquer le principe d'une seule Chine, à savoir que Taïwan serait une province de la Chine, mais du côté des États-Unis, on fait clairement savoir que en cas d'attaque de Taïwan par la Chine, les États-Unis en seraient en guerre du côté de Taïwan. Donc, c'est de nature à véritablement contester ce principe d'une seule Chine, qui véritablement avait été reconnu même par les États-Unis au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et même de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc vous voyez qu'il y a tellement de dossiers aujourd'hui qui opposent les deux États qu'on ne saurait simplement lire cette sortie-là sur le prisme du politiquement correct. Non. Je vous dis tantôt, nous sommes dans les effets d'annonce, nous sommes là dans la diplomatie, mais les effets d'annonce, la diplomatie ne saurait primer sur les intérêts, sur les enjeux, parce que ce sont les enjeux qui conditionnent les relations entre les États. Voilà, justement, vous avez parlé du G20, vous avez parlé des effets d'annonce, mais parlant de ce fait-là, Joe Biden et notamment Xi Jinping ont discuté pendant 3 heures d'horloge à s'entretenir à la veille du G20. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers autour de ce sommet du G20? Oui, je crois que
Le premier défi autour de ce sommet portera sur les problèmes énergétiques. Je tiens à vous rappeler que le monde aujourd'hui traverse une crise énergétique justement du fait du conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. L'Europe est le plus touchée, mais d'un autre côté, les États-Unis ont profité de ce conflit pour justement générer d'énormes bénéfices. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joe Biden qui le rappelait récemment. D'ailleurs, il demandait à ce que les entreprises pétrolières, les entreprises énergétiques américaines devraient être beaucoup plus taxées par rapport aux énormes bénéfices qu'ils auraient fait depuis le début de la crise en Ukraine. Ça, c'est la première. Je pense que le premier dossier, c'est le dossier énergétique. Il faut rappeler également que dans ce dossier énergétique, l'Europe qui est en crise, on voit très bien comment un ensemble d'entreprises européennes sont en train justement de se délocaliser pour aller s'implanter du côté de la Chine. C'est le cas de l'entreprise BASF, le premier dans le cas de la transformation des produits chimiques allemands, qui justement est en train de mettre sur pied un projet d'investissement de pratiquement 10 milliards d'euros en Chine pour justement délocaliser ces entreprises, parce que là-bas vous avez une énergie qui est bon marché, et contrairement à ce que l'Europe subit aujourd'hui. Donc le premier défi pour moi, ce sera le problème énergétique, parce qu'il va falloir harmoniser ça. D'un côté, vous savez qu'il y a l'OPEP+, qui est en train de vouloir normaliser sa production. Or, les États-Unis ont demandé à une augmentation de la production de l'OPEP+. Et rappelons que lorsqu'on parle de l'OPEP+, on voit l'Arabie Saoudite, on voit également la Fédération de Russie. Et l'OPEP+, a justement renvoyé aux États-Unis fonds de non-recevoir, parce que derrière cette stratégie, les États-Unis voulaient profiter de ça pour justement permettre à ce que les prix ne s'envolent pas. C'est-à-dire qu'il fallait justement plafonner les prix du pétrole. Mais derrière également, c'était une stratégie pour avoir un certain contrôle des prix sur le marché. C'est que justement devait porter préjudice à l'Arabie Saoudite et à la Russie et à bien d'autres pays producteurs de pétrole. Il faut rappeler également que pour le cas de l'Arabie Saoudite, elle a une industrie, elle a une économie fortement dépendante de sa production pétrolière. Donc, c'est une stratégie qui n'a pas marché, mais qui montre à ceci les défis énergétiques qu'encourt le monde. Donc, je crois que au cours de ce sommet, le premier défi, les premières discussions porteront justement sur cette crise énergétique à travers le monde. Le deuxième également, ce sera les défis sécuritaires. Il faut véritablement appeler ou alors amener les acteurs et les belligérants, dans le cas de la crise ukrainienne, à un cessez-le-feu, premièrement. Et deuxièmement, parvenir à des négociations de nature à stopper ce conflit du côté de l'Ukraine. Parce qu'il faut rappeler clairement que s'il est vrai que ce conflit profite aux États-Unis, si on s'en souvient à la dernière sortie du Washington Post, qui, citant le chef d'état-major des armées américaines, le général Mark Milley, qui faisait savoir à l'administration Biden qu'il devrait tout faire pour justement amener les autorités ukrainiennes à aller à un dialogue avec la Fédération de Russie. Or, on sait très bien que du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a fait voter récemment une loi interdisant toute négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine sera président de ce pays. Donc vous voyez que le discours est de nature à empêcher les négociations, de nature à empêcher un retour à la paix. Or, on sait très bien le mal que cette guerre ou cette crise est en train de faire à l'échelle internationale, parce que au-delà de cette question énergétique, il y a également ces problèmes de famine qui sont grandement posés du côté de l'Europe, mais dont on veut toujours ramener à l'Afrique et à l'Asie. Mais ce n'est pas ça. Les problèmes des déchets alimentaires à travers le blocage des cargaisons de céréales touchent beaucoup plus l'Europe que le reste du monde. Donc, c'est un problème véritablement dont il faut trouver solution. À côté de ça également, il faut rappeler qu'il y a bien d'autres problèmes sécuritaires qui engagent le monde. On parle ici des défis sécuritaires dans la bande sahélo-sahélienne. On parle de ces défis sécuritaires au niveau de l'Iran. On parle de cette crise, de cette coalition derrière l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen. Donc, il y a tellement de défis aujourd'hui qui engagent le monde où il sera question au niveau du sommet du G20 de véritablement poser
les jalons d'un retour à la paix et bien sûr, si possible, d'un cessez-le-feu dans ces différentes régions. Troisièmement, je pense qu'on parlerait également des problèmes de santé. Parce qu'il faut rappeler que le pays hôte de ce sommet du G20, à savoir l'Indonésie, le président indonésien faisait savoir qu'il est impératif aujourd'hui pour les États participants à ce sommet du G20 de mobiliser une cagnotte d'au moins 30 milliards de dollars pour justement pallier au problème de Covid-19 qui aujourd'hui se veut être, je veux dire quoi, on a comme une forme d'avancée, pour ne pas dire de recrudescence de cette pandémie à la Covid-19. Donc, l'Indonésie, alors par la voix de son président, demandait ou sollicitait une enveloppe de 30 milliards de dollars pour justement pallier à cette pandémie de Covid-19. Or, alors nous parlons, on sait qu'il y a une enveloppe de 1 milliard de dollars qui a été mobilisée par les pays membres du sommet du G20. C'est très insuffisant, mais je crois que ces débats également seront mis à la table pour trouver solution. Rappelons que c'est le sommet du G20, c'est-à-dire que c'est 20 États, mais aujourd'hui on parle de pratiquement 22 États. Donc il y a comme une volonté manifeste aujourd'hui des puissances occidentales, du bloc de l'Occident, à vouloir imposer la guerre en Ukraine comme étant une guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle je crois que l'Ukraine également fera partie des invités spéciaux de ce sommet, de nature à véritablement toujours faire ce que Volodymyr Zelensky a fait depuis le début de cette crise, fédérer un ensemble de pays à sa cause, mais je crois que c'est pas ça le débat. C'est une construction occidentale qu'il faut éviter, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, c'est une guerre occidentale, à la limite même c'est une guerre fratricide, mais qui en réalité bénéficie aux États-Unis, même pas l'Europe, parce qu'au fond, on se rend compte que dans cette crise, l'Europe s'en va perdante. Voilà, et Charlie, vous avez parlé tout à l'heure des aspects économiques, mais soulignons que lors du récent Conseil de sécurité de l'ONU, en maintenant dans son soutien à l'Ukraine, les États-Unis ont émis des réserves vis-à-vis de la Chine, puisqu'ils voulaient certainement revoir quelques accords économiques. Est-ce que cela aurait également joué en la faveur de cet apaisement qui a été évoqué? Je n'ai pas suivi votre question, vous pouvez répondre? Oui, je voudrais répondre à la question. Vous avez évoqué tout à l'heure des aspects énergétiques autour du sommet, également économiques. Lors du récent Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, en maintenant leur soutien vis-à-vis de l'Ukraine, ont justement émis des réserves sur la position de la Chine et ce que les États-Unis devront en faire. Est-ce que c'est la révision de certains accords économiques pour le bien-être notamment de l'économie mondiale ou bien américaine aurait-il pour ce bien-être-là contribué en la faveur de cet apaisement de relations entre les États-Unis et la Chine? Oui, c'est possible, c'est possible. Rappelons que la Chine, c'est un marché de 1,5 milliard de consommateurs. Rappelons également que le premier partenaire économique de la Chine, ce sont les États-Unis. À ça, il faut également dire que les deux pays en réalité représentent les deux plus grandes économies mondiales. Et donc, ils gagneraient véritablement à faire la paix. Mais je continue de dire, au-delà de ces aspects économiques, les enjeux sont beaucoup plus grands. Parce que à côté de la Chine, les États-Unis, c'est un empire impérialiste. C'est un empire impérialiste avec des velléités hégémoniques. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas dans la logique de se contenter uniquement de faire du commerce. Non, ils veulent imposer leur doctrine au reste du monde. Voilà où ça va poser problème avec la Chine. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des crises que nous vivons à l'échelle internationale, ce sont des guerres de nature civilisationnelle. C'est-à-dire que vous avez une civilisation qui est la civilisation américaine qui veut imposer sa civilisation au reste du monde. C'est ce qui se passe avec l'Iran. On veut imposer son modèle démocratique à l'Iran. Non. Or, l'Iran, c'est le régime des mollahs. On veut imposer cette démocratie à la Chine. Non. Or, la Chine, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie qui se concentre autour d'un parti qu'est le Parti communiste chinois, avec une rotation à la tête de l'État après pratiquement 10 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on veut imposer cette
civilisation à la Russie. La guerre même aujourd'hui qui oppose l'Ukraine à la Russie, c'est une guerre civilisationnelle. C'est cette civilisation occidentale que l'on voudrait imposer à la Russie à travers le démembrement de cet État. Donc, c'est la même chose même que nous vivons en Afrique, c'est-à-dire que la plupart des crises que nous vivons même en Afrique, ce sont des crises civilisationnelles. Des gens veulent nous imposer une civilisation qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc, c'est impératif aujourd'hui de comprendre ces enjeux pour pouvoir analyser cette question. Parce que s'il est vrai que les enjeux économiques qui en réalité devraient primer surtout, pouvaient nous amener ou alors obligeraient les États-Unis et la Chine à faire ensemble pour vivre pour un monde beaucoup plus en paix. Il faut rappeler également que les autres enjeux qui sont culturels, civilisationnels, font en sorte qu'il est impossible aujourd'hui pour les États de véritablement s'entendre. Et même s'il faut questionner les enjeux économiques, je tiens à rappeler qu'il y a un partenariat économique qui lie la Fédération de Russie à la Chine aujourd'hui de pratiquement 400 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Donc, la tendance aujourd'hui sont en train de montrer que le partenaire économique qui était les États-Unis dans les années qui arrivent risquerait plutôt se retrouver être les voisins de la Chine, à savoir la Russie, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Turquie. La plupart de ces voisins qui en réalité également se retrouvent au sein des BRICS. Donc, c'est dire à suffit que c'est un ordre qui est en train de changer. Et c'est ce que contestent les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas voir cet ordre mondial qu'ils ont imposé pendant des siècles au reste du monde changer. Or, cet ordre mondial ne saurait persister parce que la plupart des pays qui se retrouvent au sein du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, l'Afrique du Sud, justement, sont en train de contester cet ordre mondial et de créer des alternatives à cet ordre mondial. Et là, c'est un processus irréversible qui, véritablement, autour de tout ce que nous avons cité, ne saurait aujourd'hui faire des États-Unis le premier partenaire ou alors le premier ami de la Chine. Allons donc voir un autre aspect, puisqu'on va bientôt sortir notre échange avec vous. La Chine est membre fondateur des BRICS, donc notamment on devrait soutenir la Russie. Que pourrait prévoir la géopolitique dans les prochains jours? Personnellement, je pense que dans les prochains jours, on va assister à un renforcement des BRICS. Je tiens à rappeler que les BRICS ont déjà, ils ont nommé un responsable pour les sous-régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, c'est-à-dire que CEDEAO et CEMAC. On observe là une forme d'institutionnalisation des BRICS. Il y a un renforcement de leur capacité institutionnelle et même économique. D'ailleurs, on annonce bientôt une monnaie au niveau de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui regroupe la Russie, la Chine, l'Ouzbékistan et bien d'autres pays. Si à côté de ça, on ajoute des alliés traditionnels du bloc occidental, tels que l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qui évidemment sont en train de taper à la porte des BRICS, on comprend très bien que l'ordre mondial est en train de changer. On a une alternative aux institutions de Bretton Woods et aux différents instruments qui avaient été mis sur pied au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nature à renforcer l'hégémonie américaine. Donc sur le plan géopolitique, je pense que la crise en Ukraine est en train de renforcer les BRICS, mais beaucoup plus de fédérer un ensemble de puissances et de pays autour de l'idéologie des BRICS, mais bien plus encore de renforcer la Russie comme un acteur géopolitique majeur dans la résolution des conflits sur lesquels il va falloir faire pour les jours à venir. Et enfin, ce qu'on peut dire dedans, c'est que l'Afrique véritablement est en train de s'imposer comme un acteur important, parce que quand on voit le discours qui est porté aujourd'hui par les présidents africains, quand on voit ce que l'Afrique va apporter ou ce que l'Afrique est en train même d'apporter aujourd'hui dans le commerce international à travers ses matières premières, l'Afrique est en train de prendre conscience. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est un acteur majeur qui devra peser dans les relations internationales demain, et on voit très bien comment cette Afrique est en train d'être courtisée à l'échelle internationale. C'est vrai que d'un côté, il y a une forme de respect, mais d'un autre côté, on veut imposer à l'Afrique une idéologie, on veut imposer à l'Afrique un modèle à travers les opérations de soft power. Mais il faut rappeler qu'on a un continent assez mature et
l'ordre mondial, comme le disait le président Umaru Sissoko Embalo récemment lors du Forum de la paix à Paris, l'ordre mondial a changé, c'est inévitable, c'est inchangeable, c'est un phénomène irréversible. Ce que vous avez donc dit que puisque vous avez évoqué Umaru Sissoko Embalo, aujourd'hui, les BRICS sont en voie de prendre la première place qui était jadis pour le compte notamment des États-Unis avec le partenaire de l'OTAN. Bien sûr, c'est une vérité absolue. Sissoko Embalo le rappelait encore suffit devant Macron et à Mondovision que les BRICS aujourd'hui sont une alternative à ce qui s'est imposé pendant longtemps au reste du monde, en citant les cas de la Libye avec l'assassinat de Kadhafi, les cas de l'Irak avec l'assassinat de Saddam Hussein, et en leur rappelant que si les BRICS leur proposent le gaz et le pétrole, il est clair que son pays, la Guinée-Bissau, adhérera aux BRICS. C'est une réalité à laquelle il va falloir faire. Donc, moi je dis le monde est en train de changer. À ces acteurs-là de se redéfinir, de définir les paradigmes, de revoir les contrats et même les accords qui les lient avec nos pays, auquel cas je crois que on sera en train de vivre le phénomène malien ou encore le phénomène guinéen, à savoir les peuples qui devront prendre leurs responsabilités et s'assumer. Peut-être pour sortir, lors du dernier sommet du G20, c'était le 8 juillet 2022, la Russie a quelques points, selon bien sûr certaines informations des médias mainstream qui étaient présents également venant du nouveau gouvernement, de moi la chef du gouvernement, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale française. La Russie s'est vue quelque peu isolée suite notamment à la guerre en Ukraine, bien que les membres n'ont pas pu ce jour-là envoyer ou sanctionner la Russie de manière convenable. Comment pourrait se présenter, vous qui êtes un spécialiste justement des relations internationales et des questions internationales, quel peut être l'aspect, notamment avec la présence de la Russie lors de ce sommet du G20 qui s'ouvre aujourd'hui du côté de Bali en Indonésie? Il faut rappeler que l'importance du président Vladimir Poutine à ce sommet n'est pas une nécessité. Et voilà pourquoi il a décidé d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. En réalité, l'Occident est en train... Excusez-moi. L'Occident est en train de reproduire les mêmes schémas auxquels nous sommes déjà habitués. On a vu ces médias mainstream dit comment Vladimir Poutine n'était plus à la tête de la Russie, comment il avait des sosies, comment il était même mort, comment celui qui tient les discours aujourd'hui n'est pas Vladimir Poutine, c'est son sosie, comment plusieurs fois il a été représenté dans les déplacements et non, c'était pas sa personne. Mais il y a une construction qui participe de ce que je vous expliquais tout à l'heure de la logique du soft power. La logique du soft power, c'est une logique qui est axée sur trois grands principes. Le premier, c'est qu'on diabolise l'adversaire. Le deuxième, c'est qu'on inverse le rapport agresseur-agressé. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on est en train de peindre la Russie comme étant le mal. On veut fédérer un ensemble de pays autour de sa cause. C'est ce qu'on a vécu même lors du sommet du Forum sur la paix à Paris, où le président Macron, à mon vision, se permet de demander à un président en exercice de donner sa position sur la crise en Ukraine. Je parle ici du président Umaru Sissoko Embalo, et à lui de le rappeler que non, ce n'est pas comme ça. Et par la suite, on a vu son bilan exposé à la face du monde. Donc, c'est ce deuxième parcelle, à savoir inverser le rapport agresseur. On veut obliger par le mensonge, on veut fédérer un ensemble de personnes à sa cause, on veut diaboliser un autre, et enfin, on veut monopoliser le débat. Ça, c'est le troisième axe. C'est-à-dire qu'on veut empêcher le débat contradictoire. Donc, c'est une stratégie qui vient comme le monde dont on a longtemps étudié. C'est du pain béni pour nous. Ça ne nous sert à rien. La réalité aujourd'hui, c'est que la donne est en train de changer. Si les pays du G7 se sont plus à exclure la Chine de cette assemblée-là, à quoi bon Vladimir Poutine devra assister au G20? Bon, le G20 également, il faut rappeler que ce n'est pas une institution en tant que telle, c'est un regroupement des 20 plus grandes économies du monde. Véritablement, en quoi la présence de Vladimir Poutine va justement impacter les échanges là-bas? Je ne trouve pas. En réalité, on voit plutôt que Vladimir Poutine est en train de se renforcer au niveau de ses alliés naturels
C'est-à-dire qu'autour des BRICS, on observe plutôt un renforcement des BRICS. Parce qu'à chaque fois que les BRICS, ou encore que ce soit l'OS, l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, ou encore l'OTS, l'OTCS, l'Organisation du traité pour la coopération de Shanghai, qui regroupe plusieurs pays, on voit que dans ce genre de regroupement, au sein de ces instances, la Russie est fortement représentée par son chef d'État. Mais lorsqu'on vit un peu vers ces regroupements qui en réalité sont des regroupements occidentalisés, Vladimir Poutine n'y voit pas trop l'enjeu parce que quelque part on sait très bien que ceux qui commandent ou annoncent ceux qui poussent que ce soit le G7, le G20 ou encore le G8 qui est devenu le G7 parce qu'on a exclu la Fédération de Russie. Donc vraiment, c'est pas trop important, mais on est habitué à ces discours mensongers des médias mainstream, mais c'est pas ça la réalité. Les enjeux sont ailleurs et les enjeux tournent justement du basculement de cet ordre mondial qui pendant bien des années avait été imposé par l'Occident et ses alliés européens. Voilà, merci à vous, Charlie Kenyon. On rappelle que vous êtes analyste et stratège. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur l'apaisement, l'appel donc entre les deux pays, les États-Unis et la Chine, en marge donc du sommet du G20 qui ouvre ses portes ce jour du côté de Bali en Indonésie. Je vous souhaite de passer une excellente journée, ainsi que dans vos activités du côté de la capitale camerounaise, Yaoundé. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc, mesdames et messieurs, on a échangé avec Charlie Kenyon, analyste et stratège sur cette question. Le temps également pour nous de pouvoir vous faire signe que vous pourrez également faire part de vos contributions sur notre page Facebook For You Media. La virgule avant toutefois de prendre notre invité en ligne du côté de la partie ouest-est du Cameroun. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. On va repartir au téléphone pour prendre notre intervenant. Il s'agit cette fois-ci donc d'Eric Yankam, desk politique du journal West Echo, pour un regard et une analyse sur le plan politique et journalistique. Eric Yankam, merci également d'être connecté sur les antennes de For You Media Africa et d'avoir notamment attendu sur notre standard. On parle également donc de ces apaisements de relations entre les États-Unis et notamment la Chine. Que doit-on comprendre? C'est un plaisir que tu me donnes de participer à ton émission. Je m'en vais donc émettre mon avis sur le thème, notamment le premier, à savoir le fait que la Chine et les États-Unis, les deux présidents, Xi Jinping et Biden, plaident pour l'apaisement dans leurs relations. Je trouve que c'est une bonne chose, mais sauf que cette situation n'est pas anodine et ne tombe pas du ciel, parce que tous ces hommes, chefs d'État, sont éminemment des hommes politiques qui vivent au quotidien les entraves, les difficultés sur le terrain. Pour le cas d'espèce, Joe Biden sort d'une élection de mi-mandat avec des difficultés qu'il a rencontrées dans la campagne du fait de l'inflation que les populations américaines, les Américains subissent et qui menacent gravement dans son pouvoir et sa réélection dans 2 ans si rien n'est fait. Donc moi, je crois que pour lui, Joe Biden, en tendant la main à la Chine, c'est une politique, c'est un peu la réelle politique. C'est pour se permettre, donc certainement, de ne pas multiplier les fronts au risque de se fragiliser et de perdre les pédales. Notamment, ce n'est pas déjà facile pour les États-Unis, les Occidentaux, de s'en sortir dans la crise contre la Russie, parce qu'on s'est rendu compte que les relents, les conséquences de cette crise sont bien plus grandes que ce que les Occidentaux nous veulent présenter. Tous les chefs d'État qui se sont présentés ont eu la peine à remplir à leur poste
certainement parce que l'inflation pour la plupart des populations, y compris même nous-mêmes ici en Afrique, nous en pâtissons et donc par conséquent, ce n'est pas de bon ton pour ces hommes politiques de pouvoir continuer dans cette lancée à défaut de multiplier les fronts. Donc je crois que c'est de bonne guerre, si ça peut calmer, mais je crois que il n'y a rien n'est aussi simple, n'est aussi facile. C'est une contrainte, notamment pour Biden. Et pour la Chine, elle estime que pour le cas de cette, elle n'est pas encore pour l'évolution, pour son émancipation, pour son développement. Elle estime qu'elle n'est pas encore prête à bagarrer, à ouvrir des fronts d'attaque, à aller dans des chocs frontaux avec certains occidentaux, notamment les États-Unis qui constituent un concurrent majeur sur tous les plans, notamment au plan économique, continue à jouer le rôle de la fermeté, mais en une fermeté, comment on va dire, dissimulée. Voilà, une fermeté dissimulée. Et donc, par conséquent, Xi Jinping tient la bonne barque, parce qu'il s'agit des jeux d'intérêt. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc l'apaisement serait, ça va maintenant, il faut fixer, il faut comprendre, il faut qu'on nous dise à quel niveau cet apaisement sera appliqué. Parce qu'on sait ce que le prédécesseur de Biden, il y a 2 ans, avait fait. Et il y a eu des conséquences dans les batailles, des conséquences au niveau même de certains opérateurs, notamment quand on voit ce que Apple a subi et ce que Huawei subit aussi, surtout dans la vente de certains intrants qui entrent dans la fabrication des téléphones et autres. Donc on comprend que cet apaisement est de bonne guerre, pourrais-je dire, et bon, on attend de voir ce que ça va donner, mais je sais véritablement que le monde ne pouvait pas se permettre, et notamment ces occidentaux, ne pouvaient pas se permettre d'ouvrir encore un autre front, si tant est que le front avec la Russie est déjà difficilement maîtrisable et pénible pour les populations et donc pour les dirigeants. Donc il va de soi que c'est de bonne guerre. Biden n'avait pas le choix d'être plus humble, plus modeste, en tendant la main à la Chine. Et peut-être espérer que cette Chine pourrait jouer le bon rôle en rapprochant les positions, parce que l'heure même à l'heure actuelle, véritablement sortie de ces élections, on comprend que l'arrogance, l'attitude va-t-en-guerre en Ukraine va certainement coûter cher à l'Amérique et donc aux Occidentaux, et cette lassitude transparaît déjà au bout parce qu'aucune guerre aussi longue la use et fragilise. C'est de ça qu'il s'agit, pourrais-je dire, pour le cas des paix. Vous avez dit, Rega, quand même, qu'on attendra de voir ce que l'avenir va certainement nous donner. On aimerait tout de même savoir, pour également sortir, peut-on entrevoir à travers cet apaisement de relations entre les États-Unis et la Chine une nouvelle définition de la géopolitique, eu égard bien entendu que la Chine soit pays membre fondateur des BRICS. Bon, maintenant, de là à avoir une nouvelle redistribution des cartes géopolitiques dans le monde, ça va des intérêts et je trouve que cette redistribution a pris corps depuis toujours. Les BRICS n'ont pas tellement, c'est une création imaginaire mais qui n'a pas fait long feu. Parce qu'on voit, c'est un jeu d'intérêt, c'est un jeu de production. Qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je t'apporte, ainsi de suite. Et donc, pour le cas d'espèce, cette redistribution des cartes mondiaux, pour moi, s'il faut voir, ce n'est pas aussi apparent, ce n'est pas aussi, il n'y a pas de transformation majeure, de changement majeur, pourrais-je dire, dans le cas d'espèce, parce que la Chine, la Russie, les États-Unis sont des membres permanents du Conseil de sécurité, donc par conséquent, ils ont un droit de veto. Ça veut dire qu'ils ont un droit de responsabilité sur le monde, sur la gouvernance mondiale, la diplomatie mondiale. Et donc, par conséquent, parler des BRICS, parce qu'il y avait une période
où ces États étaient un peu en émergence, mais avec le Covid et la crise ukrainienne, ces BRICS ont perdu de leur élan et ça fait en sorte que l'écho, l'envergure des BRICS, dont la Chine fait partie, n'est plus tellement palpable au point qu'on pourrait croire que ce regroupement, à défaut d'être mort, a fondu, a perdu de sa superbe. Donc pour le cas d'espèce, selon moi, je suis dans la logique de comprendre que l'apaisement souhaité, sollicité, proposé, recommandé par les deux dirigeants américains et chinois vise davantage à calmer l'envergure des inflations que subissent toutes les populations dans le monde. Bien plus qu'il s'agit d'un événement diplomatique, il y a plus un enjeu économique dont l'Amérique, aucun peuple ne peut continuer à subir ce genre de choses, surtout au sortir de la pandémie du Covid, qui a certainement essoufflé beaucoup de nations. Et pour le cas d'espèces dont c'est parler de redistribution, moi je ne vois pas cela. Je trouve que les mêmes leaders, les mêmes tenants de pouvoir de la gouvernance mondiale, de l'économie dans le monde, continuent d'agir, de s'entraider. C'est une guerre idéologique, une guerre, comment on pourrait dire, oui, une guerre idéologique, une guerre économique, une guerre certainement de positionnement technologique et autres. Et donc par conséquent, redistribution, ce serait véritable si au lieu du G20, s'il y avait une autre proposition réelle. Les BRICS pour moi, c'est la gnognotte. Il y en aura certainement un autre regroupement, notamment le mouvement des non-alignés, dont nous, les Africains, nous faisons partie, qui est une création de la guerre froide qui a finalement disparu, mais qui revient un peu au goût du jour dans la mesure où ces Africains, nous les Africains, nous n'avons jamais pu, nous ne nous sommes pas prononcés dans la crise ukrainienne et donc par conséquent on peut parler d'un non-alignement bis dans le cas des faits de la crise ukrainienne qui a frisé une crise mondiale parce qu'en réalité au plan économique tous les pays, tout le monde entier a été affecté. Donc voilà pour moi ma logique, ma conception, ma compréhension et je m'en vais donc partager avec vous et probablement avec les auditeurs selon ta volonté. En te souhaitant tout le plaisir et une très bonne soirée, une très bonne écoute. À très bientôt donc, et à très vite. Merci à vous, Eric Yankam. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette production de votre avis compte du 15 novembre 2022 qui s'est accentué sur l'apaisement des relations entre les États-Unis et la Chine. Joe Biden et Xi Jinping ont discuté pendant près de 3 heures d'horloge hier en se serrant la main. C'était donc du côté de Bali où va se tenir aujourd'hui le sommet du G20 en Indonésie. On a également eu un temps d'échange grand avec notamment Charlie Kenyé qui est analyste et stratège. Avec lui, nous avons pu comprendre notamment les réelles motivations qui ont conduit à ce que les deux pays parviennent justement à pouvoir filmer rien que pour ce temps le calumet de la paix, mais en soulignant également que l'heure n'est pas aussi à parler notamment de très bonne cohérence puisque le sujet Taïwan est toujours là et puis les États-Unis veulent toujours avoir la première place de gestion du monde et puis de gouvernance, ce que ne pourrait certainement pas voir d'un bon œil la partie chinoise. Merci donc à Liga qui a assuré du côté de la technique ce matin. Au plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous sous antenne de For You Media Africa. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision